Donc, on va passer à la présentation d'Alexandre et de Jean-Baptiste Ferré sur la caractérisation des communautés végétales sur les territoires du plateau des Guyanes. Voilà, je vais laisser Alexandre et Jean-Baptiste. Je ne sais pas si c'est lui qui commence ou… Je vais commencer à dire deux, trois mots, puis après, on peut lui passer la main. Ok, d'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est bon. Attends, oui. Sinon, vas-y, JB, je te laisse présenter. Enfin, commencer. D'accord. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une petite présentation qui va présenter l'axe de travail associé à la cartographie des communautés forestières à partir de données de télédétection. Et donc, pour cartographier la diversité des communautés forestières dans les forêts tropicales amazoniennes à partir de données Sentinelle-2. Donc ça, c'est un travail qui est réalisé en collaboration avec Alexandre Desfossés, qui est avec vous. Donc, qui a pendant un an été basé à l'IRD à Cayenne et qui a pu travailler sur le développement d'un certain nombre d'outils que je vais vous présenter aujourd'hui avec lui. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Ah voilà, c'est bon. Hop. Ok, super. Merci. Donc, pour remettre un petit peu quelques éléments de contexte associés à cette… Alors, oui, je disais quelques éléments de contexte pour commencer. Comme vous le savez toutes et tous, il y a une pression croissante sur la forêt tropicale amazonienne, notamment en raison de la dégradation et déforestation pour un certain nombre de raisons comme l'exploitation de ressources naturelles, l'agriculture, entre autres, et puis une adaptation aux changements globaux auxquels fait face la forêt amazonienne. On a donc un besoin important de méthodes et d'outils qui permettent de faire le suivi de l'état de la forêt et puis de ses dégradations et déforestations. Et pour cela, on peut s'appuyer sur la télédétection. Donc, au cours des quelques années, décennies passées, on a eu une capacité de plus en plus importante de la part des outils de télédétection pour fournir des données d'imagerie notamment, pour suivre les écosystèmes tropicaux. Alors, on peut citer par exemple un certain nombre de constellations satellites qui font l'acquisition de données avec une fréquence temporelle relativement élevée et avec une résolution spatiale assez fine. Donc, comme les données Copernicus, notamment Sentinelle-1, Sentinelle-2, dont j'ai parlé tout à l'heure, les données Landsat, la constellation Planète. Et puis, en parallèle de toutes ces données qui sont de plus en plus abondantes, on a aussi un certain nombre de développements méthodologiques qui permettent de tirer avantage des données disponibles. Par contre, il y a un certain nombre de défis à relever avant d'aboutir à des outils opérationnels pour le suivi de l'état de la forêt. On va déjà commencer par se poser la question quel capteur utiliser, quel type de données et quelle méthode appliquer à partir de ces données. Et puis, on peut se demander aussi quel est le type d'information qui va être pertinent pour pouvoir aider donc, les acteurs du milieu de la forêt et puis les gens qui prennent des décisions. Donc, diapo suivante. Merci. Alors, pour suivre les forêts tropicales et les étudier sur le plateau des Guyanes, on a un certain nombre d'outils. Dans le cas de l'application que je vais présenter, on s'est appuyé exclusivement sur les données Sentinelle-2, donc des données du satellite multispectral Sentinelle-2, qui ont un certain nombre de caractéristiques que l'on cite ici, donc une résolution spatiale pouvant aller jusqu'à 10 mètres, une revisite de 5 jours, 10 bandes spectrales dans le visible et l'infrarouge. Les données sont libres et gratuites. Et puis, ce capteur, pourquoi il est intéressant? En premier lieu, c'est parce que l'information mesurée va être sensible à un certain nombre de traits de végétation, donc à l'échelle de la feuille et à l'échelle de la canopée, qui vont pouvoir nous renseigner sur un certain nombre
de variables clés pour différencier les types de végétation. Alors ici, je vous montre des résultats de simulation sur donc, la sensibilité de la réflectance mesurée par Sentinel-2. Donc la sensibilité de Sentinel-2 à la chlorophylle à gauche, la teneur en eau de la végétation au milieu, et puis l'indice foliaire, donc l'indice de surface foliaire, le LAI, à droite. Et donc on voit que en étant capable d'analyser judicieusement en fait cette source d'information qui est Sentinel-2, on va pouvoir avoir des informations associées à un certain nombre de traits d'intérêt. On peut passer à la diapo suivante. Alors, par contre, bien que Sentinel-2 soit très intéressant et des caractéristiques très pertinentes pour suivre les milieux forestiers, il y a aussi un certain nombre de challenges. Notamment, ça va être la couverture nuageuse en zone Guyane. Donc ici, c'est une illustration, par exemple, du territoire de Guyane française. Donc c'est une image composite qui correspond aux images de minimum d'ennuagement sur l'année 2017. Et donc, on voit qu'on est quand même on est sujet à beaucoup de nuages sur une grosse partie du territoire. Et puis, sur le reste du plateau des Guyanes, ça va être parfois plus favorable, mais parfois à peu près la même situation. Donc voilà, il faut réussir à faire avec ça. Et puis, deuxième point, une diapo suivante. Ici, c'est une illustration de sortie obtenue avec différentes méthodes de correction atmosphérique, donc Send2Core classique, Overland, un logiciel propriétaire développé par Avus, Maja, donc c'est la chaîne de traitement développée par le CESBio en France, et puis LASRC, donc la chaîne de correction atmosphérique développée notamment par la NASA pour corriger les données Landsat. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en fonction des méthodes de correction atmosphérique, on va avoir de fortes différences et elles ne vont pas être aussi performantes en termes on va dire, de continuité dans le temps. Alors, diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va avoir besoin tout d'abord de trouver des méthodes qui vont permettre de prendre en compte en fait cette couverture nuageuse importante et puis de produire ce qu'on appelle des images composites, donc qui sont sans nuages. Et puis, on va devoir aussi identifier donc, une méthode de correction atmosphérique qui permette d'avoir une bonne stabilité temporelle du signal mesuré pour pouvoir faire un suivi temporel précis. Donc, diapo suivante. Une fois qu'on aura corrigé ces données, on va pouvoir ensuite appliquer un certain nombre de méthodes qui permettent en fait de produire des indicateurs de diversité à partir des données télédétection. Donc ici, je vous ai illustré ça avec différentes méthodes dont les codes sont disponibles en ligne librement. Et donc, on va s'intéresser principalement dans le cadre de cet exposé donc à la méthode BiodiveMapper qui est distribuée sous forme de package R et qu'on développe donc à l'UMR Tétis à Montpellier et qui permet de cartographier différentes composantes de la biodiversité. On peut passer à la diapo suivante. Alors, ces différentes composantes, qu'est-ce que c'est? Ça va être la diversité alpha, qui va nous fournir une information sur la composition, la richesse locale en espèces, par exemple, ou une combinaison de richesse et d'abondance. Donc, tout ça, donc ça peut être résumé à travers l'indice de Shannon, qui est un indice qui est très utilisé par les écologues pour caractériser, donc, à l'aide d'inventaires, la diversité locale d'une placette, par exemple. Et puis, on va avoir aussi ce qu'on appelle donc la diversité bêta. Donc, cette diversité bêta, ça va nous fournir une information en fait sur les variations en termes de composition dans les communautés d'espèces selon des gradients environnementaux ou selon des motifs spatiaux ou temporels. Et donc, cette diversité bêta, on va pouvoir en fait l'exprimer à travers des indicateurs de dissimilarité. Donc, par exemple, dans l'illustration ici, ce qu'on peut voir, c'est que la diversité alpha va être calculée au sein, donc pour chacune des communautés A et B. Donc, on va avoir une diversité alpha associée à la communauté A, une diversité alpha associée à la communauté B. Et la diversité bêta, en fait, va permettre de rendre compte de
similarité ou dissimilarité en termes d'espèces présentes au sein de ces deux communautés. Et donc, notamment, ça va être avec la dissimilarité de Bray-Curtis. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, les hypothèses principales et puis la méthode que nous allons utiliser. Donc, les hypothèses sont basées sur l'hypothèse de variation spectrale qui suggère que la variation spatiale de l'information mesurée par un satellite, donc la réflectance mesurée par un satellite, peut être liée à la diversité biologique. Et donc, pour pouvoir exprimer cette diversité spectrale, on va utiliser le package BiodiveMapper que j'ai cité un petit peu plus tôt, qui va nous permettre de calculer un certain nombre de cartes de diversité alpha, de diversité bêta notamment. Diapositive suivante. Donc, pour ce faire, on va télécharger les données Sentinel-2. Et puis, alors, suivante. Donc, ça va nous fournir des données ici, alors dans un cas très, très favorable où il n'y a pas de nuage. On va pouvoir ensuite produire, des indicateurs un petit peu plus haut niveau. Donc ici, par exemple, c'est à l'issue d'un traitement statistique, on va obtenir en fait différentes composantes qui nous permettent de commencer à différencier les types forestiers, donc avec une analyse en composantes principales. Et puis ensuite, à partir de ces informations, on va pouvoir produire des cartes de diversité alpha et de diversité bêta correspondant à notre zone. Alors tout ça, ça va être associé à un certain nombre de questions. Les premières questions, ça va être comment faire pour réduire l'incertitude associée aux corrections atmosphériques et comment faire pour appliquer BiodiveMapper dans le contexte d'un très fort ennuagement, ce qui peut compliquer les choses pour produire des cartes continues sur des surfaces importantes. Alors, diapo suivante. Là, je vais passer très vite. C'était un article que nous avons publié assez récemment qui fait la comparaison de différentes méthodes de correction atmosphérique. Et à l'issue de ce travail, réalisé par Eric Schreiby, on a pu identifier que la méthode LASRC semblait la plus pertinente pour pouvoir effectuer des corrections atmosphériques dans le contexte tropical. Et que les indices spectraux, pour certains, montraient une bonne capacité, une bonne stabilité temporelle par rapport aux bandes spectrales brutes. Donc, c'est pour cela que nous avons opté pour l'utilisation de la méthode LASRC qui a été mise en place sous forme d'un package Python par Florian de Boissieu, qui est aussi de l'UMR Tétis, et qui permet d'appliquer en fait la correction atmosphérique des données Sentinel-2 avec LASRC de manière optimisée. Et donc, diapo suivante. Pour résumer, nous allons appliquer la correction atmosphérique des données Sentinel-2 pour convertir la réflectance top of atmosphere TOA en BOA, bottom of atmosphere, avec CentOS-SRC. On va ensuite produire un gap filling à partir de séries temporelles d'indices spectraux sélectionnés, puis on va appliquer BiodiveMapper sur ces composites d'indices spectraux dans le but de produire ces cartes de diversité. Et tous ces développements qui ont été réalisés ont été réalisés par Alexandre Desfossés, et ils vont vous être présentés par lui maintenant. Merci Jean-Baptiste. Donc, du coup, je vais enchaîner sur la suite de la présentation. Alors, en fait, voici une diapo. Ah mince, c'est un petit peu coupé, donc c'est dommage, on ne voit pas la partie gauche. Mais voilà, en fait, c'est juste une diapo pour montrer un peu le cadre méthodologique qu'on a suivi. Merci. Qu'on a suivi pour mener cette étude. En fait, c'est décomposé en 3 étapes. D'abord, ça a consisté à produire une image composite d'indices spectraux. En fait, on faisait l'hypothèse que travailler sur une série d'indices spectraux, ça permettait d'obtenir une image composite qui soit plus stable, moins influencée par les variations phénologiques ou d'ordre climatique. La deuxième étape, ça a été ensuite de calculer, donc appliquer BiodiveMapper sur ces images composites désennuagées.
Et la dernière étape, ça a été de faire une comparaison avec des métriques de diversité calculées sur le terrain et donc qui provenaient notamment d'un réseau d'inventaire forestier de l'ONF. Et donc ça, on a travaillé avec notamment Caroline Bedeau, qui est ici présente, voilà, pour cette étape de validation. Alors, en fait, là, je vais juste passer rapidement un peu sur les résultats qui ont été obtenus, que j'avais présentés au dernier séminaire. Alors, en fait, en ce qui concerne la production des images composites et le désennuagement, en fait, la méthode qu'on a appliquée, donc qui consistait à appliquer un critère du pourcentage de désennuagement que l'on souhaitait atteindre, enfin de pixels clairs que l'on souhaitait atteindre. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un palier à peu près vers 80%, en ajoutant en augmentant en fait le nombre d'images mobilisées dans la série temporelle, la création des images composites. En fait, ça a permis d'obtenir des résultats comme vous voyez sur la diapo, c'est-à-dire vous avez à gauche les images qui correspondent au masque de nuages des meilleures acquisitions, c'est-à-dire avec la situation d'ennuagement la plus favorable, donc sur 2 tuiles, une tuile au Suriname en haut et une tuile en Guyane française en bas. Voilà. Et à droite, l'image après traitement, après gap filling. Donc, ce sont les masques des images composites, pas les images elles-mêmes ici. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat important de la chaîne de traitement en termes de désennuagement. Ici, vous avez alors en exemple, donc sur la tuile cible en Guyane française, les résultats des cartes de diversité alpha et bêta. Donc en fait, là, le fleuve que vous voyez en haut à droite, c'est la Proague, pour vous situer un petit peu où ça se situe en Guyane française. Donc voilà, en fait, on a des motifs de diversité qui apparaissent de manière cohérente, mais qui peuvent encore être parfois un petit peu difficiles à lire à cause de la présence de nuages. Donc juste pour vous rappeler un peu comment interpréter ces cartes, à gauche, pour la diversité alpha, plus vous avez des valeurs fortes, plus ça devrait être lié à une diversité importante. Quant à la diversité bêta, elle s'interprète en termes de contraste, c'est-à-dire que plus vous avez des couleurs qui apparaissent éloignées dans le spectre, plus les communautés végétales sont différentes en termes de composition d'essences forestières. Voilà. Donc ici, vous avez l'étape de validation résumée sur cette diapo. Alors, en fait, ce qu'on a pu montrer à la précédente session du séminaire, donc ici, en fait, vous avez, vous avez en haut à droite, vous avez la tuile 22 NCK avec les différentes zones, les différents sites d'études du réseau Habitat de l'ONF, donc qui ont servi de plot de validation dans différents types d'habitats d'habitats forestiers en Guyane française. Donc au final, on a eu 72 plots qui ont été utilisés, provenant de ces différents habitats. Et en fait, la figure de validation que vous avez ici, elle montre que on a des plots qui ont une diversité spectrale dans différents habitats qui se répartit de manière cohérente. C'est-à-dire que d'un côté, on a un groupe de plots qui sont associés aux forêts de moyenne montagne, un autre associé plutôt aux régions de plateau, et enfin un troisième groupe associé plutôt aux zones et environnements plus humides. Voilà, donc en fait, c'est ce que montre cette figure de validation ici. Je passe rapidement, mais j'y reviendrai plus tard sur la méthode. Et voilà, donc là, c'est une diapo pour montrer comment se structure la chaîne de traitement, qui est un livrable principal de notre axe pour Progisat. Donc voilà, en fait, c'est une chaîne de traitement qui est basée, comme on disait, sur les métriques de diversité produites par BiodiveMapper. Elle est adaptée à la situation particulière la situation du bouclier guyanais avec un très haut taux d'ennuagement, donc qui permet d'être traité avec le gap filling et la création des images composites. Ensuite, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces images, elles ont vocation à être utilisées comme une source de données complémentaire à d'autres types de cartographie de la diversité. C'est pas, on peut difficilement s'en servir si on n'a aucune information sur la végétation par ailleurs, avec d'autres types de données. Donc là, dans notre cas, on avait des données qui provenaient de l'ONF avec une connaissance de terrain importante qui permet d'interpréter ces cartes. Et puis, il y a une certaine
flexibilité qui est permise pour l'utilisateur, comme par exemple modifier les indices spectraux en entrée de la chaîne. Voilà, donc nous, on a fait une certaine sélection, mais elle peut être changée en fonction des besoins de l'utilisateur. Et puis voilà, donc juste brièvement, en fait, il y a aussi un tutoriel qui va être, qui est actuellement en ligne, qui a été fait spécialement pour Progisat pour apprendre à utiliser BiodivMapper. Et donc ça va être l'objet d'un atelier que je vais animer jeudi. Alors, quoi ensuite pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, c'est un petit peu les résultats nouveaux depuis le précédent séminaire. La première question, c'est est-ce que malgré le fait qu'on ait réussi à faire ce gap filling pour les composites, on a pu voir qu'il y avait quand même des motifs qui pouvaient apparaître comme liés à la présence de nuages, ou enfin en tout cas de nombre de pixels différents associés à des zones qui sont plus ennuagées localement. Et donc la question, c'est est-ce que si on augmentait le nombre d'images utilisées pour produire ces images composites, ça permettait de régler ce problème d'artefacts et de motifs qui peuvent être liés à la construction de l'image composite et non pas aux motifs de diversité. La deuxième question, c'était est-ce que, en fait, en incluant un niveau de finesse plus important en termes de différenciation des types d'habitats, donc tel que décrit par l'ONF, ça permettait d'améliorer la validation. Et la dernière question, c'était est-ce que, donc là, la chaîne de traitement, elle permet de traiter différentes tailles de différentes zones, mais la taille maximum jusqu'à présent, c'était la tuile Sentinel-2. Et donc, comment est-ce qu'on fait si on aimerait produire une carte à l'échelle régionale ou d'un pays? Voilà. Donc, j'arrive à la première question. Alors, comment est-ce que la densification de la série temporelle, c'est-à-dire l'augmentation des dates utilisées pour créer l'image composite, permet de réduire les artefacts liés aux à la disponibilité des pixels à l'intérieur des tuiles Sentinel-2. Donc, en fait, tel qu'il existait à l'origine dans la chaîne, moi, je me suis concentré sur une zone qui était de septembre de l'année 2018 à octobre 2018, donc seulement 2 mois, donc au centre de la saison sèche, qui est la plus favorable. Donc, on avait à peu près 6 à 10 images qui étaient utilisées au sein d'une tuile. Ensuite, ce qu'on a testé, c'est si on prenait toutes les images disponibles sur une période beaucoup plus grande, c'est-à-dire du mois d'août au mois de décembre 2018. Voilà, donc en fait, on a obtenu entre 25 et 40 images par tuile qui étaient exploitables. Donc, en fait, là, ici, vous avez juste un résumé des différentes étapes du traitement simplifié puisque là, en fait, on n'applique pas de critères sur le taux d'ennuagement qu'on souhaite atteindre. En fait, là, on prend toutes les images sur la zone qui nous intéresse. Donc, ça permet en fait de simplifier un peu la chaîne. Et donc, en fait, la différence aussi, c'est que précédemment, on avait sélectionné 4 indices spectraux intéressants pour produire ces images composites en entrée de BiodivMapper. Et là, en fait, on s'est centré sur seulement 2 indices spectraux qui présentaient en fait le moins d'artefacts, le NDVI et le CR-SWIR. Donc, le NDVI, je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est un indice de végétation très classique. Et le CR-SWIR, c'est un indice qui peut être corrélé en fait à la disponibilité en eau. Alors, sur cette diapo, en fait, ce qui est résumé ici, c'est comment sont calculées les espèces spectrales. En fait, on part de notre image composite désennuagée d'indices spectraux. Donc là, c'est en l'occurrence le NDVI et le CR-SWIR. On calcule les espèces spectrales. En fait, les espèces spectrales, c'est simplement des clusters de valeurs, c'est-à-dire qu'on va appliquer un algorithme de K-means clustering sur les valeurs de diversité, sur les valeurs d'indices spectraux, donc le NDVI et le CR-SWIR. Et en fonction de ces valeurs, en fait, on va former des groupes, on en définit 50. Et à partir de ces groupes d'espèces spectrales, on produit un nouveau raster qui va être utilisé en entrée de BiodivMapper et pour calculer les métriques de diversité alpha et bêta. En fait, c'est comme c'est comme si c'était finalement de manière un peu naïve des sites avec des espèces réelles biologiques.
voilà, où chaque cluster d'indices spectraux correspond à une espèce. Alors ici, vous avez donc le résultat obtenu avec les différents produits de la chaîne, c'est-à-dire que tout à gauche, vous avez la meilleure acquisition obtenue en 2018, qui est encore très ennuagée. Au milieu, vous avez le premier image composite avec le critère de 80% d'ennuagement et 6 à 10 dates qui ont été prises en compte. Et tout à droite, vous avez l'image composite qui comprend toutes les dates exploitables entre le mois d'août et décembre et novembre, pardon. Et là, vous avez le résultat pour la diversité bêta. Donc, pareil, avec la meilleure acquisition jusqu'à l'image composite qui comprend toutes les dates. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand même, ça permet d'améliorer significativement l'interprétation de la carte. C'était l'objet en fait de cette recherche, c'est-à-dire si on compare les images, je ne sais pas comment on fait le pointeur avec ça. C'est ça? D'accord. Voilà, pardon, merci. En fait, si on compare ces deux images-là, on se rend compte qu'en fait, toutes ces zones-là qui étaient encore partiellement ennuagées après l'étape de Gale-Filling, elles deviennent beaucoup plus lisibles si on prend en compte, en fait, si on élargit la période d'acquisition des images Sentinel-2 avec des motifs qui sont plus facilement lisibles. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que le niveau en fait d'inventaire forestier qu'on avait pris en compte jusqu'à présent, c'est-à-dire les grands types d'habitats, pouvaient être utilisés pour valider en fait nos cartes de diversité spectrale? Est-ce que c'était le niveau adéquat? En fait, ici, vous avez donc on revient sur la carte. Ça, c'est une carte qui a été produite par l'ONF dans le cadre du programme Habitat. C'est pas moi qui l'ai produit. Avec voilà tous les types d'habitats principaux présents en Guyane française ici. Donc ça, c'est sur la tuile 22 NCK, sur lequel on a travaillé principalement parce qu'il y avait la plus grande concentration d'inventaire forestier de l'ONF. Et en fait, ce n'est pas donc là les habitats qui sont représentés, c'est pas la seule information dont on dispose sur ces différents types d'habitats. En fait, la classification elle peut être affinée en prenant en compte des habitats particuliers qui existent au sein de ces grands types d'habitats. Et en fait, la question qu'il y a derrière, c'est un petit peu essayer de savoir quel niveau d'inventaire forestier en fait pourrait être le plus pertinent pour valider nos cartes de diversité spectrale. Et en fait, ce qui est ressorti des discussions avec l'ONF, c'est qu'il valait mieux prendre en compte ces habitats particuliers qui pourraient potentiellement avoir des niveaux de diversité très différents au sein d'un même grand type d'habitat. Donc en fait, il y a 4 types d'habitats particuliers ici qui sont qu'on a pris en compte en fait dans la nouvelle validation. Donc les forêts basses situées sur les armures latéritiques, les forêts basses situées sur les Inselberg, les forêts marécageuses qui ont été regroupées, il y en a différents types, et les cambroses. Voilà. Et en fait, tout ça, ces différents types d'habitats particuliers, ils peuvent correspondre à différents grands types d'habitats, voilà, main habitat ici. Donc alors ça c'est juste pour vous montrer comment interpréter en fait cette carte, la figure de validation. Donc je vous l'avais montré le résultat intermédiaire au début. Peut-être que maintenant ce sera plus clair si vous n'avez pas compris. En fait, vous avez ici, c'est un exemple avec une zone de forêt tropicale avec différents types de forêts, donc forêt dégradée, forêt monospécifique, forêt avec différents niveaux de diversité. Donc en fait, on va extraire on va recalculer les valeurs de diversité spectrale sur l'emprise de ces différentes zones d'inventaire. Et ensuite, on va réaliser une PCOA, donc c'est une méthode d'ordination des valeurs, pour essayer de les discriminer. Et en fait, on se rend compte ici sur cette figure que, par exemple, la forêt avec un haut niveau de diversité, elle va avoir elle va être très différente de celle avec une végétation dégradée en bleu ici. Donc ça, c'est uniquement en fait obtenu à partir des indicateurs de diversité spectrale. Donc il n'y a aucune donnée directement de données de terrain, si ce n'est cette classification entre les différents types de forêts, donc monospécifiques, low diversity, etc.
Voilà, donc là, vous avez le résultat avec la prise en compte des habitats particuliers et aussi de l'image avec un meilleur, la meilleure image composite, donc avec la plus large prise en compte, avec la série temporelle la plus importante. Et donc, en fait, ce qui ressort clairement, comme précédemment, comme avec la précédente validation, c'est d'une part, on a un groupe de valeurs qui sont associées à de la végétation liée associée à des reliefs particuliers, donc par exemple la montagne, les plateaux, etc. Et on a un autre ensemble de végétation qui est lui plutôt associé à des milieux humides. Voilà. Et donc en fait, ici, bon, on voit pas trop, mais en fait, il y a à la fois donc les habitats principaux lorsqu'ils ne sont pas particuliers et les habitats particuliers, voilà. Donc les qui sont listés ici en gras, donc les forêts marécageuses, comme disait, les forêts basses et les forêts sur un Selberg. Donc voilà, en fait, ça permet de confirmer l'intérêt de prendre en compte ces habitats particuliers qui peuvent être mieux distingués au sein de ces grands types d'habitats. Après, quelque chose d'important, c'est d'avoir il serait d'avoir davantage de données terrain pour pouvoir confirmer cette tendance, puisque dans le cas de ces deux types d'habitats-là, on n'a que 3 ou 4 plots pour ces sous-types d'habitats, donc ce qui n'est pas beaucoup. Donc là, j'arrive sur la dernière question pour aller plus loin, la présentation de la mosaïque. Et donc, je vais peut-être laisser Jean-Baptiste finir avec ça et conclure plus rapidement s'il veut bien parler. Ça marche. Je vais essayer d'être rapide. Merci. Donc oui, là, on a testé une fois qu'on a eu la méthode mise en place. On a essayé de faire un petit test en passant à une échelle un petit peu supérieure et puis en l'appliquant donc à la Guyane française et au Suriname qui sont représentés ici. Alors, diapositive suivante. Ça représentait quoi? Donc, ça représentait à peu près, c'était 32 tuiles. Voilà, merci. Donc, en gros, 32 tuiles qui étaient distribuées entre le Suriname, la Guyane française et puis une partie nord de l'Amapá. Donc, ça a demandé un petit temps de calcul quand même. On a calculé ça sur une grosse machine qui nous a permis donc de télécharger et faire la correction atmosphérique des données Sentinel-2 avec la SRC donc, en 2 jours. On a ensuite produit donc, une mosaïque des indices spectraux associés, donc des indices spectraux composites associés à chaque fil en une journée. Et puis ensuite, on a appliqué le BiodiVMapper, ça a pris à peu près une journée. Donc, pour ces 32 tuiles, voilà, si on compte, ça faisait 32 tuiles avec, on va dire, une trentaine, on va dire, oui, une trentaine d'images par tuile à peu près. Donc, on a dû arriver, je pense, autour du millier d'images Sentinel-2 analysées pour cet exercice. Et donc, diapositive suivante. Donc, les points positifs, c'est qu'on voit qu'on est capable de le faire. Après, pour certaines limites, on peut voir que lorsqu'on analyse les données Sentinel-2 à une échelle assez large, donc échelle du pays ou plus, on a un certain nombre d'effets et d'artefacts, donc des effets de BRDF et puis des artefacts dans les données Sentinel-2 qui vont causer ensuite des artefacts dans les produits plus haut niveau. Donc ici, c'est une carte de diversité alpha, donc d'indice de Shannon sur la zone. On peut voir qu'il y a en effet un certain nombre, il y a des motifs spatiaux qui apparaissent, qui laissent voir en fait des zones de plutôt faible et plutôt forte diversité, mais c'est un petit peu gêné par ces artefacts associés donc aux conditions d'acquisition, à la géométrie d'acquisition de Sentinel-2. Et puis, dans la diapo suivante, on peut voir à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de motifs apparaître correspondant potentiellement à des types, des communautés forestières. Mais par contre, l'analyse, là, pour le moment, risque d'être un petit peu compromise par ces artefacts. Et donc, on travaille actuellement, en fait, à développer des méthodes, notamment avec des collègues de l'UMRAMAP, pour pouvoir corriger ces effets directionnels et capteurs de Sentinel-2. Et on espère arriver à des résultats très bientôt. Et donc, diapositive suivante. Donc, à partir de cet exercice pour une application à échelle plus large, on a mis à jour la chaîne de traitement que Alexandre vous a proposée.
Donc voilà, c'est une chaîne de traitement en R toujours qui va permettre d'analyser un certain nombre de données Sentinel-2 pour produire des mosaïques à échelle régionale et puis qui est optimisé pour du calcul parallèle. Alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça a besoin tout ça d'une grosse machine, donc on pourra potentiellement vraiment gagner en compétences en s'associant en fait en utilisant un certain nombre de standards, notamment ce qui a été présenté un petit peu plus tôt par les collègues brésiliens, donc en s'appuyant sur du calcul dans du cloud et puis sur des data catalogues, notamment avec Stack, et donc en travaillant avec des data cubes. Donc là, ce sera beaucoup plus simple en fait de pouvoir accéder aux données, produire des informations un petit peu plus haut niveau et ensuite les analyser avec BiodiveMapper une fois qu'on aura toutes les méthodes pour faire les corrections atmosphériques, les corrections de BRDF, etc. Et donc voilà, la dernière diapo, donc en conclusion, nous avons proposé une méthode automatisée pour télécharger les données Sentinel-2, effectuer la cartographie des communautés forestières donc, en langage Python et R. Il y a une version mise à jour donc, de cette chaîne de traitement qui est en train d'être développée, qui va permettre de travailler sur des séries temporelles plus denses, la construction de mosaïques et puis l'optimisation pour calcul parallèle et puis du calcul haute performance. On a des premiers résultats qui sont assez prometteurs, qui montrent qu'on a des choses, des concordances en fait entre les observations terrain et puis les indicateurs issus de l'analyse de données Sentinel-2. Mais bien sûr, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a des corrections de BRDF et des artefacts capteurs qui doivent être améliorés. La fusion des données Sentinel-2 peut éventuellement être combinée, les données Sentinel-2 peuvent éventuellement être combinées avec des données Sentinel-1 ou radar pour améliorer le calcul de ces indicateurs. Et puis, on a aussi encore et toujours besoin de validation, d'échanges avec les experts, les écologues, les botanistes et les gens qui sont en charge en fait, des inventaires locaux pour pouvoir continuer à avancer sur la validation de nos méthodes. Et donc voilà, donc, pour conclure, nous allons proposer une version stable de la chaîne de traitement basée sur le package BiodiveMapper qui sera très prochainement sur GitLab et GitHub, donc la chaîne complète. Il y a eu un rapport détaillé donc, de la méthode et des résultats qui a été fourni à l'Office national des forêts français. Et puis, comme l'a précisé Alexandre un petit peu plus tôt, il va y avoir un tutoriel qui est actuellement en ligne, qui permet en fait de faire les premiers pas pour utiliser BiodiveMapper pour produire des cartes de biodiversité et donc qui sera réalisé dans quelques jours durant le workshop. Et je vous remercie pour votre attention et nous sommes ouverts à toute question. Merci Jean-Baptiste. Je ne sais pas s'il y a des questions. On en prendra juste une s'il y en a une. Oui ? Bonjour, donc, je vous remercie pour votre présentation. Ma question, c'est est-ce que la très haute résolution a un intérêt dans le cadre de votre étude? Est-ce que le fait d'utiliser des images plus précises peut vous permettre d'avoir de meilleurs résultats ou est-ce que vous avez utilisé de la haute résolution et notamment l'offre Copernicus en fonction, grâce à son modèle économique qui vous permet d'avoir beaucoup d'images? En fait, ce n'est pas tout à fait ça. On a utilisé Sentinel-2 pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'en fait, pour cette méthode-là, on a besoin de différentes bandes spectrales dans l'infrarouge. Enfin, en fait, on calcule des indices spectraux à l'origine et la très haute résolution permet de calculer seulement un nombre limité d'indices spectraux.
Et puis bon, l'autre raison aussi, c'est évidemment le contexte d'ennuagement de la Guyane fait qu'on a besoin de beaucoup d'images pour pouvoir faire du gap filling et produire ces images composites. Or, les images à très haute résolution, elles n'ont pas une résolution temporelle aussi importante que Sentinel-2. Alors, en fait, Sentinel-2, c'était vraiment utile pour nous parce que d'une part, il y avait cette disponibilité des images qui était plus importante. Et d'autre part, on avait accès à il y a une dizaine de bandes spectrales, si je me souviens bien. Voilà. Et donc, à la fois haute résolution temporelle et haute résolution spectrale. Après, dans quelle mesure les images très haute résolution pourraient servir? Si ça reste sur 3 bandes, enfin RGB plus proche infrarouge, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être utilisé. Si je peux très rapidement compléter ce qu'Alexandre a dit. Alors, en effet, c'est vrai que Sentinel-2, c'est un certain nombre d'avantages qui ont été cités précédemment. Alors, la très haute résolution spatiale, c'est aussi utilisé notamment, mais alors c'est avec d'autres types de méthodes, en travaillant principalement sur la texture. Donc, les collègues de l'UMR AMAP, notamment, ont développé la méthode photo, qui va permettre, à partir du grain des données de très haute résolution spatiale, d'estimer un certain nombre d'indicateurs qui peuvent éventuellement aussi être associés à des communautés espèces. Donc, je dirais ça plutôt d'un point de vue, on va dire, c'est des données complémentaires, mais en effet, c'est peut-être un petit peu plus complexe encore qu'avec les données Sentinel-2 de pouvoir passer à une échelle régionale, produire des indicateurs à l'échelle du plateau des Guyanes. Pardon. Merci. Merci à vous, merci Jean-Baptiste et puis merci. Alexandre.